Ah bah, la Russie a été une nouvelle fois pointée du doigt cette semaine par Didier Burkhalter et l'OSCE dans la crise ukrainienne. Une crise qui pèse lourd sur le quotidien des Russes entre l'embargo sur les produits européens et la chute du rouble. La monnaie russe, qui vient une nouvelle fois de plonger, a perdu plus du tiers de sa valeur. Pour l'instant, cela n'entame pas le moral des Russes qui ont exposé leur point de vue sur cette nouvelle guerre froide à notre correspondante sur place, Ksenia Bolchakova. Bar à vin branché à Moscou. Dans les cuisines, Alexandre, fromager de son état, prépare une dégustation pour quelques invités triés sur le volet. Sans les sanctions, on ne se serait peut-être jamais réunis pour découvrir les fromages fabriqués chez nous en Russie, dans la région de Tver. On va commencer par la ricotta. Goûtez-la et dites-moi ce que vous en pensez. De grands classiques italiens, mais fabriqués en Russie, face à l'embargo alimentaire décrété par Moscou en réponse aux sanctions occidentales, les Russes s'adaptent. On est venu pour découvrir des nouveaux types de fromages. On ne peut pas se contenter de fromage russe de base et de mauvais gouda. En juillet dernier, Alexandre pensait avoir trouvé une niche en ouvrant cette petite épicerie spécialisée dans le fromage français et italien. Mais aujourd'hui, il n'en a presque plus. Pour sauver son affaire, il s'est tourné côté suisse. Le drapeau à croix blanche a envahi ses vitrines où se côtoient désormais Tête de Moine et Bleu Châtel. Trouver du fromage bleu à Moscou, c'est devenu problématique. Beaucoup de gens entrent ici et s'écrient « C'est fou, du fromage bleu, ça existe encore !» Dans ce supermarché aussi, les produits frais européens ont disparu. Mais ce déficit soudain n'inquiète pas vraiment les Russes, car on trouve désormais du parmesan argentin ou encore de la mozzarella de Minsk. C'est bien assez pour Vladimir et Natacha. Si j'ai le choix, je préfère de toute façon prendre du fromage russe ou biélorusse. Je n'ai jamais été un grand fan de cuisine étrangère, exotique. J'aime notre borsch russe, les pelmeni, la cuisine nationale russe, quoi. Donc, à vrai dire, je n'ai ressenti aucun manque. Après l'embargo, les rayons des supermarchés ne se sont pas vidés. Les produits bannis ont rapidement été remplacés par des équivalents russes ou importés d'autres pays, mais leur coût a nettement grimpé. Tout a augmenté, tout a bien augmenté. Mais on nous avait prévenus, surtout pour les produits laitiers. C'est cher, la viande, les charcuteries. Les prix augmentent tous les jours et notre retraite, elle reste la même. La retraite moyenne en Russie, c'est 11 000 roubles par mois, soit 230 francs. Tout comme les salaires, elle n'a pas été revue à la hausse, malgré une inflation qui atteindra 9% pour l'année en cours. Le rouble, lui, connaît des records de faiblesse. En 6 mois, la monnaie nationale a perdu 30% de sa valeur. Les leaders sont en panique, la situation économique est catastrophique. L'améliorer dans l'immédiat est impossible pour eux. La solution qu'ils ont trouvée, c'est d'enjoliver la réalité, faire croire aux Russes que tout va bien, en les réchauffant de discours patriotiques sur la grandeur nationale. Vladimir Vladimirovich Poutine. Face à une communauté internationale hostile qui voudrait mettre la Russie à genoux, le discours officiel vante toujours plus la grandeur militaire du pays et de son leader. Le sauveur, c'est Vladimir Poutine, la Russie, c'est lui. Voilà la nouvelle doctrine de l'État russe. Nous sommes dans les locaux de Siet, traduisez le réseau, une organisation de jeunesse pro-Kremlin, nouvelle génération. Ici, Poutine est plus qu'un président, c'est un leader absolu, un père omniscient, un super-héros, imbattable.
Nous sommes la génération des 20 ans qui sont nés dans la Nouvelle-Russie. Nous avons enregistré une nouvelle série de victoires obtenues grâce à notre président, comme le rattachement de la Crimée ou les Jeux Olympiques. Vladimir Poutine nous a rendu la foi en la victoire. Il leur a aussi donné les moyens de leurs ambitions. Selon une source indépendante, le Kremlin injecte plus de 22 millions de francs par an dans le projet. La mission de Sieť, former les leaders de demain, offrir à ces jeunes patriotes une plateforme d'expression. Voici Evgeny. Il a fait un film pour nous sur Poutine. Ça s'appelle Le Choix. Et ce choix, c'est celui de Poutine, officier du KGB alors en service à Dresde. Après la chute du mur de Berlin, il aurait défendu le bâtiment des services secrets soviétiques pris d'assaut par les manifestants. Je crois sincèrement que c'est un homme de principe. S'il n'a pas trahi son service, ça veut dire qu'il ne laissera pas tomber son pays. Il nous défendra, surtout sur la scène internationale. Cette confiance absolue en Vladimir Poutine est partagée par une grande partie de la population. Sa politique en Ukraine est soutenue par plus de 80% des Russes. Même les plus coriaces opposants se sont ralliés à cette cause nationale. En tête, l'écrivain Édouard Limonov. Quand on nous accuse d'avoir envahi un territoire étranger, c'est n'importe quoi. Le Donbass, c'est un morceau de notre pays. C'est pour ça que cette question est si importante pour nous. Hier, tête de file aux manifs anti-Poutine, Limonov a salué l'annexion de la Crimée. Il aimerait même que le président aille plus loin. Il l'a fait, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il aurait fallu d'entrée envoyer un contingent militaire dans le Donbass. Cela aurait sauvé des milliers de vies. Si Limonov prône une guerre ouverte contre Kiev, le Kremlin continue de nier toute ingérence armée en Ukraine. Au Parlement, on balaie d'un revers de la main les accusations occidentales, tout en revendiquant un droit de regard sur l'étranger proche. Comme le souligne souvent le département de l'État américain, l'Amérique est prête à un dialogue avec la Russie, mais elle ne peut pas sacrifier ses principes de base. Je peux retourner cette formule, la Russie est prête à un dialogue, mais elle ne peut pas refuser ses principes de base. Donc, nous n'allons pas demander à l'Occident de nous pardonner, parce que nous ne pensons pas que nous avons fait quelque chose pour laquelle nous devons être pardonnés. Et pas question de plier face aux sanctions occidentales, même si elles ont un impact bien réel. Nous prenons la route, direction la zone industrielle de Kalouga, à 200 km de Moscou. Ici, plus de 180 entreprises étrangères sont implantées. Je vous emmène à l'usine Peugeot Citroën Mitsubishi. Et on ne peut pas dire que cette usine aille bien. Comme tout le secteur automobile russe. Dmitri est leader syndical. Il est engagé dans un bras de fer avec les patrons du secteur automobile qui, suite aux sanctions, ont commencé à mener selon lui des licenciements masqués. Aujourd'hui, il retrouve Mikhail qui vient de perdre son emploi à l'usine. Les deux hommes veulent convaincre d'autres ouvriers de porter plainte contre l'entreprise pour enfreinte au code du travail. C'est la crise. Ils ne proposent que des contrats à courte durée, à répétition. Les gens acceptent n'importe quoi parce qu'ils sont très dépendants de l'employeur face à un avenir incertain. Car ici, les grandes enseignes accusent le coup. Restructuration chez Volvo, fermeture annoncée du fabricant de pièces détachées Faurecia, chômage technique chez Volkswagen, forcé de ralentir ses rythmes de production. Les principaux fournisseurs de composants automobiles sont à l'étranger et toutes les commandes sont passées en euros. Les voitures, elles, sont toujours vendues en roubles. Vu que le rouble a chuté de 30%, les bénéfices des entreprises ont aussi baissé de 30%. Et chez Volkswagen, par exemple, ils savent qu'ils ne peuvent pas compenser ces pertes. Et ils disent aux travailleurs, nous ne sommes pas responsables de cette crise. Si vous avez des réclamations à faire, allez voir le gouvernement. Allez voir Poutine. Les sanctions ont provoqué une fuite massive de capitaux, une chute des investissements étrangers.
elles ont paralysé le secteur bancaire. Le ministère des Finances a même chiffré les pertes à plus de 38 milliards de francs par an. Mais pour beaucoup de Russes, comme pour Vladimir et sa famille, le jeu en vaut la chandelle. Si aujourd'hui on fléchit face aux sanctions, si on cède, on va encore se retrouver à l'arrière-plan géopolitique. Moi, je suis fier de mon pays. Je suis content que la Russie renaisse enfin, redevienne un acteur politique puissant. Cet État fort est un gage de stabilité pour Vladimir. Le patriotisme, un devoir citoyen, mais dans ce contexte, toute critique du pouvoir devient inacceptable. La frange la plus libérale de la société russe s'inquiète d'un serrage de vis sans précédent. À cette soirée au théâtre Gogol, journalistes, écrivains, metteurs en scène se retrouvent. Exceptionnellement, Olga est de la fête. Présentatrice vedette à TV Rain, la seule chaîne d'opposition du pays, elle a quitté Moscou il y a quelques mois pour s'installer en Lettonie. La vie, la culture, l'art, les médias, tout est soumis à un système totalitaire où l'on te dit quoi faire, quoi dire. Moi, je ne veux pas me battre contre ce système. J'ai choisi de m'en écarter. Aujourd'hui, elle vit dans une maison au bord de la Baltique, hors de cette nouvelle Russie dans laquelle elle ne se reconnaît plus. Moi aussi, je suis patriote, mais patriote d'une liberté raisonnable, qui ne nuit à personne. Tout le monde n'a pas le désir de rester ici, les bras croisés, et attendre de voir où tout ça nous mènera. Rester docilement à bord de ce train fou qui roule à toute vitesse, on ne sait où. Mais très certainement vers une société durement réglementée, où la vie privée, la culture, tout sera sous contrôle. Comme Olga, des milliers de personnes ont décidé d'émigrer. Comme Alexandre, les entrepreneurs s'adaptent à cette nouvelle donne. Comme Vladimir, une majorité de Russes refuse toujours de voir dans les sanctions une véritable menace à leur avenir.